Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que vous êtes énormément à m'avoir demandé et que j'avais également hâte de vous partager. C'est cette vidéo sur les nouvelles mesures fiscales qui nous attendent pour 2025. En effet, l'État a un petit peu tardé, d'habitude on a toutes ces mesures au mois de décembre et là on a dû attendre janvier, février, mais ça y est, maintenant à la mi-février on a toutes les cartes en main et je vais pouvoir vous partager tous ces éléments. Je vous retrouve juste après introduction. Alors forcément, quand on pense mesures fiscales 2025, tout de suite, le premier mot qui nous vient à la bouche, c'est la location meublée non professionnelle. Mais je ne vais pas détailler ce point en premier, puisqu'il y a d'autres points qui nous concernent dans ces mesures fiscales 2025 et qui sont pour moi très importants à prendre en compte et qui, pour autant, ne sont pas énormément relayés, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook ou même dans les médias. Et c'est important pour moi de vous les partager pour que vous ayez toutes les cartes en main. Alors, le premier point dont on va parler ensemble aujourd'hui, c'est l'évolution à la baisse des tranches marginales d'imposition. En effet, tout contribuable qui est soumis à l'impôt sur le revenu ou tout investisseur qui arrive dans cette phase où ses loyers sont imposés est redevable de ce qu'on appelle la cotisation sur la base de la tranche marginale d'imposition. Et je vous fais apparaître un tableau tout de suite qui vous montre le comparatif entre l'année 2024 et l'année 2025. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est que finalement, les tranches ont baissé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que forcément, on est imposé plus tardivement à 11%, plus tardivement à 30%, plus tardivement à 41%, à 45%. Et donc forcément, eh bien, plus on gagne d'argent, plus on va se retrouver avec des économies d'impôts qui sont importantes. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous allez vous dire, c'est symbolique, mais quelqu'un qui, par exemple, gagne 2000 € par mois, qui est célibataire sans enfant à charge, là où en 2024, sur la base de ses revenus 2023, il aurait payé 1190 € d'impôts, et bien là, cette année, il va en payer 1133. Alors oui, on peut se dire c'est symbolique, on parle de moins de 10 € par mois d'économie, on peut se dire c'est même mesquin, mais là, je vous ai donné quelqu'un qui est dans un exemple où il est concerné que par la partie de la tranche à 11% et où il est au milieu. Donc je vous laisse refaire le calcul pour les personnes qui ont des revenus qui sont plus importants. Je vous mets une capture, je vous mets un exemple où vous voyez tout de suite la façon dont c'est composé, puisque en France l'impôt est un impôt progressif. C'est pas je gagne X milliers d'euros, ah tiens je vois que mon numéro il est dans la tranche à 30, bah je fais x 30%. Non, c'est j'ai une partie à 0, une partie à 11, une partie à 30. Et donc là forcément quand on fait les calculs, eh bien c'est toujours bien de se dire que finalement on va payer moins d'impôts sur le revenu. Et à terme, si on avait des impôts à payer sur nos loyers ou sur nos plus-values, et bien pareil, on payera un petit peu moins, puisque finalement nos assiettes sont décalées dans le temps. Donc quelqu'un qui pouvait par exemple dans le passé être à 30, peut maintenant être à 11. Et donc finalement, c'est bien. C'est du pouvoir d'achat qui est récupéré et c'est positif. C'est de l'argent qu'on peut garder dans notre poche et qu'on peut mettre ailleurs pour l'investir. Maintenant, le deuxième point que je vais vous partager, qui avait fait couler beaucoup d'encre lorsque je vous avais partagé les premiers bruits de couloir en octobre, en novembre, c'était le fait qu'il y avait une rumeur où on parlait de remettre en cause l'imposition sur la plus-value sur les résidences principales. C'est vrai qu'aujourd'hui, la résidence principale, c'est une niche en France, puisque quand vous vendez un investissement locatif ou une résidence secondaire, entre 0 et 5 ans de détention, vous êtes soumis à 36,2% d'impôt sur les plus-values. Et après, vous avez un impôt dégressif jusqu'à 22 ans de détention et des cotisations sociales jusqu'à 30 ans, amenant une exonération totale. Sur la résidence principale, c'est complètement différent. Sur les résidences principales, on est complètement exonéré, peu importe la plus-value qui a été faite, peu importe la durée de détention qu'on a. Et ça, c'est magique. Puisqu'en fait, quelqu'un qui se dit « mais waouh, j'ai identifié un bien, ce bien, je peux créer de la valeur, le revendre plus cher », eh bien c'est 0 € d'impôt à l'arrivée. Et là, quand vous avez le gouvernement qui vient vous dire en octobre, en novembre, on a réfléchi à un texte de loi où en fait c'est simple, si vous achetez votre résidence principale, que vous la revendez avec plus-value et que vous rachetez une résidence principale derrière, c'est toujours 0 € d'impôt. Par contre, si vous l'avez détenue moins de 5 ans et que vous ne rachetez pas de résidence principale, là, par contre, on vous imposera 36,2. Et là, forcément, ça fait couler beaucoup d'encre, notamment pour les personnes qui disaient, tiens, je vais faire un achat-revente rapide sous forme d'une résidence principale. Là, compliqué. Et ça, c'est super, c'est que justement, ces nouvelles règles fiscales pour 2025 sont venues confirmer qu'on conserve bien cette exonération d'impôt sur les plus-values, peu importe la durée de détention et peu importe ce qu'on va faire avec l'argent derrière. Donc c'est une excellente nouvelle pour nous et c'était important que je vous partage cette information tant elle est très peu relayée sur Internet. Troisième point, et celui-là il a fait couler beaucoup d'encre, c'est l'augmentation des frais de notaire. En effet, à partir du 1er avril,
tout acte authentique qui sera réitéré après cette date va connaître une augmentation des frais de notaire, qu'on appelle plutôt les frais d'acquisition, puisqu'une grosse partie revient à l'État, et les émoluments notariaux sont une toute petite part. Et en fait, ces frais d'acquisition vont augmenter, mais avec une petite nuance. Quelle est cette nuance? Aujourd'hui, en France, selon les biens immobiliers qu'on va acquérir, on est en général entre 7 et 8% d'impôts qui sont payés. Et quand on est sur des biens qui sont inférieurs à 75 000 euros, en général, on est plutôt sur des minimums forfaitaires, où on va approcher les 9-10%. Là-dessus, ce qui se passe, c'est que l'État a décidé, pour compenser finalement les baisses des transactions immobilières sur les 2023 et 2024, eh bien de permettre aux collectivités d'augmenter de 0,5 points le montant des frais d'acquisition pour être dans une situation où, eh bien, tout simplement, ça leur permettra de compenser les baisses de recettes qu'ils ont eues. Alors là-dessus, sans rentrer dans le détail de politique, on peut se dire tout de suite que c'est une aberration, c'est une connerie, parce que forcément, on se dit, tiens, il y a moins de ventes, donc on va augmenter les taxes. Non, sur le papier, en tant qu'investisseur, on peut dire que c'est pas logique, et qu'au contraire, on aurait dû assouplir les choses pour ramener le volume d'investisseurs et d'acquéreurs, mais malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons des règles. Maintenant, ce qui est important, c'est de lire à l'intérieur de tout ça. Quand on lit à l'intérieur de tout ça, qu'est-ce qu'on va se dire ? La première chose qu'on va se dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est une taxe. Cette taxe, elle existe. C'est un peu comme on le voit sur l'augmentation des taxes sur les cartes grises. Finalement, ça a dopé le marché de l'occasion et ça a tiré vers le haut les prix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, ce qui compte, c'est de faire un bon achat aujourd'hui. Et si on fait un bon achat aujourd'hui, même si on a payé 0,5% de taxes en plus sur l'acquisition, eh bien, à la sortie, forcément, on sera dans une situation où, comme il y a de plus en plus de gens qui veulent des logements et qu'il n'y en a pas assez pour le nombre d'êtres humains qui en veulent, on est dans une situation où, théoriquement, eh bien, notre bien il aura pris de la valeur et on aura gagné de l'argent. Donc, il ne faut pas se dire « Ah zut, il y a 0,5% de taxes en plus, donc j'investis plus ». Ça, c'est une mauvaise idée. Deuxième chose, et c'est une nuance importante, c'est que c'est à la main des collectivités. C'est-à-dire que toutes les collectivités en France, toutes les collectivités, je pense, selon moi, c'est de l'argent facile, vont mettre en application cette augmentation de 0,5 points, mais toutes les collectivités ne vont pas forcément l'appliquer. Donc, ce qui sera important, ça sera se rapprocher de votre notaire pour savoir si dans votre département, dans votre région, eh bien, les collectivités ont voté l'augmentation ou pas de cette taxation supplémentaire qui est autorisée. Et également, nuance supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, cette augmentation de 0,5 points ne va concerner que les personnes qui ont déjà fait au minimum une acquisition dans leur vie. C'est-à-dire que tous les primo-accédants, c'est la première fois qu'ils achètent dans l'immobilier, la première fois qu'ils investissent dans l'immobilier, ils resteront sur le barème actuel et ne subiront pas cette augmentation, ils auront le droit à une dérogation. Donc là-dessus, si vous faites partie de ces personnes qui pour la première fois veulent acheter de l'immobilier en 2025, ça ne change rien pour vous. Et pour les personnes qui achètent déjà depuis des années, qui investissent dans l'immobilier, eh bien surtout, ne vous freinez pas et rapprochez-vous bien de votre notaire pour savoir quel sera le montant exact de vos frais de notaire, en sachant que je peux vous donner mon retour en étant sur le terrain tous les jours pour faire de la chasse immobilière pour les personnes qu'on accompagne dans le développement de leur patrimoine. Eh bien, c'est très simple. Depuis l'annonce de cette mesure, on a acheté plusieurs biens et à chaque fois, eh bien, on est venu négocier l'augmentation des frais de notaire et elle a été prise en charge par le vendeur qui n'avait plus que ses yeux pour pleurer. Mais forcément, quand vous achetez un bien qui est un bien qui n'est pas sexy ou c'est vous qui allez mettre en valeur, vous êtes en position pour le négocier. À l'inverse, toutes les personnes qui ont vendu des biens qui étaient parfaits, eh bien, c'est l'inverse. C'est les acquéreurs qui ont dit « Ok, bon, on va supporter cet impôt en plus ». Donc, pensez toujours à une chose, c'est que derrière chaque élément qui semble négatif, il y a toujours du positif derrière. Maintenant, quatrième et réforme la plus attendue, celle que je suis sûr qui vous intéresse le plus, c'est la réforme relative au LMNP. Alors il est très probablement que vous regardez cette vidéo, que vous avez déjà lu beaucoup de choses sur internet, que vous avez déjà vu beaucoup d'informations. C'est très important pour moi de vous faire cette vidéo où on va rentrer dans le détail, je vais vous donner des exemples chiffrés, je vais conclure sur oui ou non, il faut continuer d'investir dans l'LMNP, mais juste avant, c'est important de comprendre pourquoi l'État a fait ça? Pourquoi l'État aujourd'hui a souhaité, entre guillemets, casser cette niche fiscale qu'on connaissait depuis maintenant plus de 10 ans? Alors, bien évidemment, forcément, comme je le dis, à partir du moment où on sait qu'il y a une niche fiscale et qu'elle existe, à un moment, il faut résoudre cette anomalie. Donc la première chose, c'est que personne aujourd'hui ne peut dire qu'il est surpris par le fait que cette réforme a été mise en place, puisque nous-mêmes investisseurs, on était les premiers à dire que la personne qui à l'époque avait écrit le texte de loi, malheureusement avait son expérience théorique mais pas son expérience pratique et elle n'était pas allée au bout de la chose en ayant omis que si je déduis des amortissements, théoriquement, comptablement, on est censé les réintégrer au moment de la vente. Ça, c'est le premier point. On ne peut pas dire qu'on était surpris et qu'on ne savait pas.
La deuxième chose, c'est de comprendre pourquoi en fait l'État a voulu résoudre cette niche fiscale, au-delà de se dire ça va nous faire des recettes supplémentaires. C'est qu'en France, on a une très grosse problématique, c'est que, vous le savez, je vous l'apprends pas, on a une très grosse distorsion entre l'offre et la demande. Et la grosse problématique qu'on a, c'est qu'on vit une pénurie du logement en France qui est assez fort, ce qui montre une fois l'intérêt d'investir. C'est que c'est paradoxal, mais en 2025, c'est devenu plus facile de devenir propriétaire, bailleur, que de devenir locataire. Et donc forcément, à partir de là, l'État doit se dire, mais pourquoi en fait le marché il est engorgé et pourquoi en fait les gens n'arrivent pas à se loger? La première, c'est forcément à cause de la crise bancaire qu'on a connue en 2023, où quand aujourd'hui vous demandez aux gens d'avoir 1 an de crédit de côté et 10% d'apport, ça exclut beaucoup d'acheteurs potentiels. Et forcément, ces gens qui ne peuvent pas acheter se reportent sur la location. Mais de l'autre côté, il y a aussi un phénomène que vous connaissez très bien, qui est le phénomène de la location courte durée, qui vient sortir du marché de nombreux biens qui pourraient être mis en location. Et là, l'État s'est dit, mais comment on peut faire pour pénaliser la location courte durée? Donc forcément, comme vous l'avez vu, sur la fin de l'année, il y a déjà un texte qui est passé pour la partie micro BIC touristique, où là, les abattements au forfait ont complètement été revus, mais ce qu'il fallait, c'était trouver aussi une solution pour le régime réel. Et là, la problématique qu'on a, c'est que on dépend des revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et le problème, c'est que dans cette situation-là, quand vous reprenez votre feuille d'impôt, c'est impossible de savoir si cet euro qui est déclaré dans les bénéfices industriels et commerciaux provient de la location courte durée ou de la caution meublée. Donc forcément, à partir de là, il faut trouver des solutions qui, malheureusement, vont venir ralentir la location courte durée, mais qui ramèneront des effets collatéraux sur la location meublée. Alors là-dessus, pour ceux qui suivent l'actualité et qui avaient vu la vidéo que j'avais sortie en fin d'année, il y avait plusieurs réflexions qui étaient en cours. Et je vais vous expliquer ce qui a été abandonné et ce qui a été retenu. Et le fait d'étudier ce qui a été abandonné, c'est intéressant parce que ça peut nous permettre de préparer le futur, se dire tiens, c'est quelque chose auquel ils ont pensé, donc peut-être qu'ils le représenteront fin 2025 pour 2026, fin 2026 pour 2027, etc., etc. Un investisseur doit toujours être en veille et toujours se dire je dois anticiper ce qui pourrait se passer, récolter ce que j'ai là à l'instant T, et que quand je sens que ça ne va plus dans mon sens, hop, je switch de stratégie. Alors le premier point qui a été évoqué, comme je vous le disais, c'était de déloter la location meublée longue durée et la location meublée courte durée, en recréant un nouveau régime fiscal et en se disant, voilà, la location meublée sera imposée de telle façon, la location courte durée sera imposée de telle façon. Comme je vous l'ai dit, beaucoup trop compliqué à mettre en place à cause de cette classe commune des bénéfices industriels et commerciaux. Et en sus, même si on venait recréer quelque chose, beaucoup trop compliqué. Vous avez énormément d'investisseurs qui sont en cours. Ça aurait un impact énorme sur tous les investisseurs, sur les experts comptables, sur l'État pour les contrôles fiscaux. Bref, impossible à mettre en place, surtout dans le contexte politique actuel. Deuxième solution qui a été évoquée, c'est de se dire, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que vu que la niche fiscale elle se base sur le fait qu'on peut, sur ses loyers, déduire ses charges et déduire des amortissements, mais que ces amortissements ne sont pas réintégrés au moment de la plus-value, ce qui fait qu'on a gagné des deux côtés sur les impôts, c'est pas grave, on va abandonner complètement les amortissements. Donc on n'autorisera plus les investisseurs à amortir sur les loyers qui sont encaissés, puis au niveau de la plus-value, on restera comme c'est le cas actuellement. Et comme on ne réintégrait pas les amortissements, ça n'a rien changé. Mais là, c'est pareil, très difficile à mettre en place, parce que vous avez des personnes qui ont des stratégies qui sont avérées. Du jour au lendemain, vous changez les règles du jeu, mais une nouvelle fois, c'est la même chose. C'est que vous risquez de mettre en danger des propriétaires bailleurs, et donc tout l'équilibre financier qui repose derrière, plus derrière, c'est tous les services support et administratifs qui doivent revoir leur fonctionnement. Trop compliqué à mettre en place, même si ça reste en réflexion. De l'autre côté, troisième solution, et c'est celle qui a été retenue aujourd'hui, c'est de dire non, en fait, on ne va pas changer les règles du jeu pour la période d'exploitation. Comme ça, tous ceux qui ont leur stratégie, qui ont leurs projets qui sont bien mis en place et qui sont habitués tous les mois à avoir les mêmes gains ou les mêmes efforts d'épargne, ça, on ne change rien. Par contre, au moment de la plus-value, maintenant, on réintégrera l'amortissement fiscal, ce qui finalement revient à être juste, parce que quand vous avez déduit un amortissement comptable, vous devez le réintégrer à la revente. Et de l'autre côté, être dans une situation où on va rester sur le régime des particuliers au niveau de l'imposition de la plus-value. Comme ça, mon investisseur, il aura toujours l'exonération totale sur les impôts à partir de la 22e année et une dégression à partir de la 6e. Et sur les cotisations sociales, pareil, une dégression de l'impôt à partir de la 6e année et une exonération totale au bout de 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, si on vient lire entre les lignes, l'État vient nous pousser à garder nos biens très longtemps
pour que finalement il y ait moins de transactions sur le marché immobilier de façon rapide et donc moins de spéculation et donc une inflation qui est un peu plus maîtrisée. Et de l'autre côté, mon investisseur qui avait fait correctement ses chiffres et qui peut garder son investissement très longtemps, il est dans une situation où finalement il n'a pas été trahi. Puisque s'il est allé jusqu'à l'exonération d'impôt, c'est comme avant, il a payé 0. Par contre, celui qui revend plus tôt pour diverses raisons, là on l'imposera un peu plus fortement. Et c'est là où je vais rentrer dans les détails et que je vais vous partager un exemple chiffré que j'ai sous les yeux, où je vais vous montrer l'impact fiscal entre avant cette mesure, après cette mesure, et je vais venir vous dire si oui ou non, ce régime il est mort, ou si au contraire il faut continuer d'investir à l'intérieur, parce qu'aujourd'hui moi je reste convaincu que garder un investissement pendant 30 ans, ce n'est pas la chose à faire. Pourquoi ? Parce que quand vous investissez dans l'immobilier, vous le rénovez votre bien en théorie. Et quand on rénove un bien, l'objectif c'est que les travaux ils aient une durée de vie de 10 ans. Après, on a de la vétusté. Après, visuellement, ça devient obsolète et ça répond plus aux attentes du marché et on a des locataires de second choix. Donc il faut toujours que notre bien soit frais. Du coup, qu'est-ce que ça sous-entend ? C'est que si on garde notre bien pendant 30 ans, à la 10e année, à la 20e année, à la 30e année, on va devoir mettre des sous pour le rafraîchir. C'est plus un investissement, c'est une solution d'épargne forcée. On doit remettre de l'argent pour faire vivre notre projet et continuer de le faire capitaliser. A l'inverse, quelqu'un qui revend par exemple au bout de 6 ans, il a eu cette intelligence de bénéficier du premier abattement sur la plus-value. Il a vendu son bien au top parce que les gens se disent « c'est nickel, ça tourne tout seul, il n'y a pas de travaux, j'achète au prix ». Certes, il paye une petite plus-value, plus ou moins importante, mais derrière, il récupère son apport, il récupère ses gains grâce à l'amortissement du crédit, s'il investit à crédit, et derrière, il réinvestit pour repartir sur un nouveau projet avec une base imposable vierge parce qu'il a fait les choses correctement, pour repartir sur un bien plus gros parce qu'il avait plus d'apports, donc maintenant il s'enrichit plus, et on a un effet boule de neige qui se met en place. Donc une nouvelle fois, l'impôt n'est pas à diaboliser. Maintenant, est-ce que le LMNP, c'est le bon régime fiscal pour faire ça ? C'est ce qu'on va voir. Alors, je laisse Kevin agir avec la magie du montage pour vous faire apparaître au fur et à mesure les chiffres que je vais vous partager à l'oral, parce que c'est toujours difficile de suivre des chiffres à l'oral, c'est toujours mieux quand on les a sous les yeux aussi. Je vais vous prendre un exemple très simple. Je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un qui gagne 2000 € par mois. C'est la moyenne française, si on arrondit. Et cette personne qui gagne 2000 € net par mois, c'est son premier investissement immobilier. Et elle a investi sur un appartement 3 chambres en zone de province, dans une zone où il y a à peu près 30-40 000 habitants. Là-dessus, on est sur un exemple où énormément de personnes qui regardent cette vidéo peuvent se retrouver. Et pour les autres, vous allez comprendre le raisonnement. On est sur cette personne, sur quelqu'un qui a réussi à faire un achat entre particuliers, qui a acheté le bien en direct et qui l'a payé 90 000 € après négociation. Là-dessus, on est dans une situation où sur les frais de notaire, elle va payer à peu près, je l'ai simulé avec la base de la NIL, 7 200 €. Et si ça n'avait pas été son premier investissement et qu'elle avait été dans une situation où la collectivité avait appliqué le nouveau barème, elle n'aurait pas payé 7 200 €, elle aurait payé 7 650 €. Donc c'est pareil, là où je le fais exprès de faire la comparaison, c'est qu'on se rend compte que 450 €, quand on investit plusieurs centaines de milliers d'euros, finalement c'est pas la mer à boire. Travaux, cette personne, elle a suivi les règles du jeu, c'est-à-dire qu'elle a compris qu'il faut faire beaucoup de travaux pour répondre à ce que l'État veut, c'est-à-dire si tu entretiens le patrimoine immobilier français et que tu le rénoves, en échange, je te permettrai de faire des déductions, et si ces déductions sont plus ou moins importantes, tu ne paieras pas d'impôt pendant une certaine durée. Donc, cette personne, elle l'a bien compris, elle a acheté un bien complètement vétuste, elle a tout refait à l'intérieur, les sanitaires, la cuisine, la plomberie, l'électricité, les sols, les peintures, bref, tout y est passé, sauf le gros œuvre. Il y en a eu pour 40 800 €. Et derrière, forcément, on est en meublé, elle a acheté pour 8 000 € de mobilier. Là-dessus, on est sur un bien où le coût total du projet représente 153 000 € et c'est un bien qu'elle a financé avec un crédit à 140 000 €, 15 300 € d'apport, 10%, et ça représente 660 € par mois de mensualité, dont 350 € de capital, donc cet argent qui nous enrichit mois après mois et qui sera récupéré au moment de la vente. Et le reste, ce sont les intérêts qui sont là pour remercier la banque de nous avoir prêté l'argent. Là-dessus, je me suis basé sur un taux classique, 3% d'intérêt, 10% d'apport sur 20 ans. Cette personne, elle va louer cet appartement 950 € par mois. Ça va lui permettre d'encaisser 11 400 € de revenus à l'année. Et là-dessus, elle va pouvoir déduire, comme l'autorise le LMNP, tout un tas de charges. Sa taxe foncière, son assurance propriétaire non occupant, ses charges de copro, son crédit, ses frais d'expert comptable, ses frais bancaires. Je vous mets tous les chiffres qui apparaissent au fur et à mesure. La cotisation foncière des entreprises, qu'il ne faut pas l'oublier en location meublée non professionnelle. Comme on a un SIRET, on est soumis à la cotisation foncière des entreprises. Et donc là-dessus, ça lui donne un total de 6 200 €
de charges, hors capital amorti, et derrière, elle se retrouve finalement avec 10 400 € à sortir chaque année, avec l'intégration du capital, c'est-à-dire le remboursement bancaire, ce qui lui fait un cash flow de 1 000 € par an. Donc on est sur une opération qui est basico-basique, qui s'autofinance, on est sur un bon investissement. Là-dessus, bien évidemment, ce que je vous partage, c'est le solde de trésorerie. Sur la partie comptable, là cette fois-ci c'est différent, on va venir ajouter à ces 6 200 € de charges, hors capital amorti, on va venir ajouter finalement l'amortissement du foncier. C'est-à-dire le fait que sur le foncier, on part du principe que le foncier achat notaire, il coûte 97 000 €. Donc là-dessus, forcément, sur la partie achat, on va exonérer la quote-part du terrain, qui, elle, n'est pas soumise à amortissement, c'est pas autorisé. D'ailleurs, soyez très très vigilants, il y a beaucoup de contrôles fiscaux là-dessus. Rapprochez-vous bien de votre expert comptable pour demander dans la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez quelle est la quote-part du terrain. En province, en général, vous êtes sur 15 à 20%. En métropole à 30%, en Ile-de-France à 50%. C'est-à-dire que dans mon exemple, vous voyez, là aujourd'hui, en prenant mon bien immobilier exonéré de la quote-part du terrain, où j'ai retiré 20% et mes frais de notaire, on va avoir 72 000 € sur 30 ans. Donc j'ai le droit d'amortir 2 400 € par an. Pareil, je vais pouvoir amortir mes meubles. C'est-à-dire que mes meubles, aujourd'hui c'est assez simple, les meubles c'est sur 5 ans en moyenne. Donc là 8 000 sur 5 ans, 1 600 €. Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? C'est-à-dire que je me retrouve dans une situation où j'ai 10 000 € comptablement que je peux déduire. Sur ces 10 000 € comptablement que je peux déduire, je vais partir du principe que, du coup, j'ai exploité mon bien pendant 4 ans et je vais le revendre 160 000 €. Donc là-dessus, on est d'accord que mon investisseur, il a sorti à la base 153 000 €, il a exploité la revenu 160 000, il a généré une plus-value. De l'autre côté, au niveau de la banque, forcément, son capital s'est remboursé mois après mois grâce au loyer du locataire. Et donc là-dessus, il lui reste un capital de 125 500 €. Ce qui fait qu'en réintégrant son apport, il lui faut minimum 140 800 € pour retomber sur ses pattes. Comment ça se passe en 2024 et avant? Eh bien, c'est simple. On va prendre les 90 000 € de l'acquisition, auxquels on va rajouter les frais de notaire, la quote-part des travaux qui n'a pas été déduite. Et donc finalement, ça va nous donner 90 000 plus 7 200 plus 36 160 € égale 133 360. Et là-dessus, forcément, 133 360 moins les 160 000 €, ça nous donne une plus-value taxable de 26 640 €, où là-dessus, comme il l'a gardé 4 ans, il est sur le barème d'imposition le plus fort, 36,2, et donc il va payer 9 643 € d'impôt. Ce qui lui donne un résultat, si on arrondit, de 150 000 € après impôt. Dans cette situation, une nouvelle fois, si j'arrondis, mon investisseur, il a gagné 10 000 € grâce finalement à l'amortissement du capital dans le temps et au remboursement bancaire, et de l'autre côté, à cette plus-value qui a été générée après impôt. De l'autre côté, il ne faut pas oublier que, comme on l'a vu, mon investisseur, il a généré à peu près 1 000 € d'excédent financier chaque année. Donc pareil, j'arrondis, il a quasiment 4 000 € de gains qui ont été générés. Donc finalement, cet investisseur, si on arrondit, il a généré 14 000 € de gains en l'espace de 4 ans, ce qui lui fait un retour sur investissement, par une nouvelle fois si on arrondit, de quasiment 90%, ce qui lui donne un rendement net de 17% par an. C'est un rendement qui est, entre guillemets, excellent comparé aux moyennes du marché qui vont se situer sur des placements financiers à 5% et sur de l'investissement considéré comme risqué, entre guillemets, en bourse à 10%. Donc 17, on est très bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que cette fois-ci, en 2025, et là, je laisse Kevin laisser les éléments de 2024 et faire apparaître les éléments de 2025 juste à côté au fur et à mesure pour que vous puissiez faire la comparaison. Là, c'est différent. C'est-à-dire que je ne vais pas reprendre les 90 000 de mon bien. Cette fois-ci, je suis à 80 400 parce que je vais réintégrer les amortissements qui ont été faits. Pareil, sur mes frais de notaire, je suis dans une situation où là, je suis à 6 240. Pourquoi? Parce que je vais réintégrer la quote-part qui a été amortie. Et enfin, au niveau de mes travaux, là-dessus, ça ne change pas puisque les travaux qui avaient déjà été déduits, on n'avait pas le droit de les réintégrer. Ce qui nous fait que maintenant, au lieu d'avoir une plus-value taxable de 26 640 €, on a une plus-value taxable de 37 200 €. Et là, finalement, mon impôt, il passe de 9 600, que j'avais arrondi tout à l'heure à 10 000, à 13 400. Ce qui fait que si on arrondit les chiffres, on se retrouve finalement avec quasiment 4 000 € d'impôt en plus. Et là, on se dit, aïe, ah oui, 4 000 € d'impôt en plus, c'est énorme. Parce que finalement, ce qu'on traduit, c'est que tout à l'heure, là où je gagnais 13 500 € de gains,
Mais finalement, aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je n'ai plus que 9700. Et mon retour sur investissement, finalement, il me donne un rendement annuel qui n'est plus que de 13%. Et là, on se dit, ça y est, le LMNP, ça n'a plus aucun intérêt, les taxations, elles sont beaucoup trop fortes, j'arrête. Et c'est là où tout de suite, je dis stop. Je dis stop, pourquoi ? Parce qu'il y a 2 points fondamentaux qu'il ne faut surtout pas oublier. Le premier point fondamental, c'est que aujourd'hui, le but, c'est de s'enrichir sans payer d'impôts et de revendre quand on a l'argent et donc de se faire taxer quand on a l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que grâce à la pratique des amortissements comptables, c'est très facile de ne pas payer d'impôts pendant de nombreuses années. Là, c'est le cas. Dans cet exemple, il ne paye pas d'impôts pendant 10 ans. De l'autre côté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant 10 ans, j'ai exploité, j'ai jamais payé un seul euro d'impôt. Et quand je vais revendre, eh bien finalement, oui, je vais récupérer mon capital et je serai taxé sur mon capital. Donc j'ai déjà l'argent. A l'inverse, si j'étais dans une situation où j'avais été imposé directement pendant ma phase d'exploitation, en fait, une fois qu'on a payé ses charges, son crédit, qu'on a encaissé le loyer, la phase impôt, elle vient de notre poche. Et là, c'est difficile de devoir sortir de l'argent qu'on n'a pas, entre guillemets, et de se retrouver à devoir faire un effort d'épargne. Et c'est ce que vivent énormément d'investisseurs qui n'investissent pas correctement, c'est de se retrouver où on fait un effort d'épargne tous les mois parce qu'on doit payer de l'impôt. Et donc du coup, on doit réduire notre train de vie personnel et ça impacte notre environnement personnel parce qu'il faut faire un effort d'épargne pour financer notre investissement. Et une nouvelle fois, c'est plus un investissement qui a été fait correctement, qui a été fait intelligemment, c'est une solution d'épargne, entre guillemets, déguisée. Le deuxième point également, et ça, c'est un point que je vois pas beaucoup, c'est qu'ici, moi, je veux traduire le gain à l'année. C'est-à-dire que je reprends l'exemple, cette personne, elle gagne 2000 € par mois. Ça veut dire que si je reprends son gain et que je viens le diviser sur 4 ans, cette personne, elle a gagné l'équivalent, si j'arrondis une nouvelle fois, de 2450 € par an. Ça veut dire que cet investissement, il lui a rapporté plus qu'un mois de salaire, c'est plus qu'un 13e mois, et au total, combien d'heures elle a passé cette personne ? Là-dessus, moi je me suis amusé à étudier le temps moyen qu'on passe sur nos investissements. Et quand vous êtes sur un bien, où vous êtes sur un seul locataire, que vous avez fait les travaux, que tout a été mis en place correctement, c'est un bien qui, bien organisé, ne peut pas vous prendre plus de 10 heures par an, sauf si vous avez un imprévu. A l'inverse, pour gagner cette même somme d'argent, cette personne qui gagne 2000 € par mois, elle aurait dû travailler 140 heures par an. C'est-à-dire qu'elle aurait dû travailler 140 heures multipliées par 4, elle aurait dû travailler 560 heures. Quand là, finalement, elle a travaillé 40 heures et elle a été dans une situation où, oui, elle a géré la mise en place de son projet, sauf si elle a délégué, et la mise en place, ça lui a peut-être pris 200 heures. C'est-à-dire qu'au final, ça lui a pris 240 heures si elle n'a rien délégué, en l'espace de 4 ans, là où ça lui aurait pris 560 heures. Donc elle a plus que doublé finalement son taux horaire. Et on va même aller plus loin, c'est que si tout a été délégué, aujourd'hui, nous, les personnes qu'on accompagne, elles vont peut-être passer 50 heures à la mise en place de leur projet, 40 heures sur le suivi sur 4 ans, ça fait 90 heures. 90 heures versus 560 heures de travail, on a multiplié par 5 son enrichissement. Et c'est là où ça montre la puissance de l'investissement immobilier. Et derrière, je vais même rajouter un 3e point, et c'est là-dessus que je vais conclure sur cette vidéo, c'est que, en fait, aujourd'hui, le problème de beaucoup d'investisseurs, et là-dessus, peut-être, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le vouvoiement, je vais te tutoyer, peut-être que c'est ton cas, et je t'invite à ne pas le faire, c'est à suivre l'investissement locatif à la mode. On a eu une période, il fallait absolument faire des colocations. On a eu une période, il fallait absolument faire du Airbnb. Il y a eu une période, il fallait absolument investir dans telle ou telle ville. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est une stratégie de long terme. Et ce qu'il faut, c'est créer, et nous c'est ce qu'on fait au quotidien avec les personnes qu'on accompagne, une stratégie qui est complètement sur mesure, en fonction de ta situation personnelle, de tes revenus, de ta vision, de l'environnement économique qui nous entoure, et de ce que tu peux faire. Et à partir de là, quand on a créé cette stratégie sur mesure, on se rend compte d'une chose, c'est qu'en fait en France, il n'y a pas que le LMNP. Il existe 13 régimes fiscaux différents dans 3 grandes classes fiscales différentes. Le nom propre, les SCI, les sociétés commerciales. Donc, c'est-à-dire que quand aujourd'hui on se dit « Waouh, en fait, à côté du LMNP, j'ai 12 autres régimes fiscaux qui existent. » Peut-être qu'en fonction de ma situation personnelle, du projet que je suis en train d'acheter, un régime fiscal auquel je n'ai pas pensé, qui va m'apporter beaucoup plus et qui va m'apporter des gains qui sont meilleurs. Et c'est ce que je vais te montrer dans l'exemple. Je vais te prendre cette fois-ci l'exemple d'un régime fiscal qu'on décrit souvent
et que nous-mêmes, on a très peu mis en place dans les investissements locatifs qu'on a réalisés avec les personnes qu'on a accompagnées, ou même moi à titre personnel, c'est finalement un exemple sur quelqu'un qui, cette même personne, a mis son investissement en location nue. Alors la location nue, on se dit souvent, oh là là, la location nue c'est un gros mot, on va payer beaucoup d'impôts, etc. On va faire ce qu'on appelle la course au déficit foncier, et pour ça on le fuit, on n'y va pas. Eh bien non, la location nue, quand elle est bien maîtrisée, qu'on a fait les choses correctement, ça peut être un vrai atout pour nous, et c'est ce que je vais vous montrer avec cet exemple. Je reprends le même exemple, j'ai le même salaire, c'est le même bien, c'est les mêmes chiffres, tout est pareil. Là-dessus, on l'a vu tout à l'heure, si on prend l'actualisation à 2025, on est censé gagner 9 717,60 € sur 4 ans, soit l'équivalent de 2 430 € par an. Là-dessus, je vais être dans une situation où je vais reprendre les mêmes chiffres. Donc je laisse Kevin pareil remettre ce tableau à gauche du meublé, à droite de la location nue. Et là, au fur et à mesure, vous allez voir les chiffres qui vont s'actualiser. Alors le premier chiffre qui va s'actualiser, forcément, c'est le loyer. C'est-à-dire que mon loyer, en location nue, il sera plus faible. Il ne sera pas à 950, il sera à 900. Donc déjà, on se dit, ok, donc déjà que j'ai des a priori sur la location nue, en plus, si là, je loue 50 € moins cher, je suis moins rentable. Mon taux de rentabilité, il est plus bas, donc à partir de là, ça ne m'intéresse pas. Eh bien non. Non, pourquoi ? Parce que peut-être que mon bien, il est loué 50 € moins cher par mois, sauf que je n'ai pas investi 8 000 € pour le meubler. Et quand vous faites 8 000 € divisé par 60 mois, qui est la durée moyenne du mobilier, ça vous fait 133 € par mois. Donc en fait, ça veut dire qu'au prorata, mon mobilier, il m'a permis d'augmenter mon loyer de 50 € par mois, mais il m'a coûté 133 €. Donc c'est-à-dire qu'ici, paradoxalement, oui, j'ai moins de chiffre d'affaires encaissé, mais en termes de marge, j'ai 83 € par mois d'enrichissement en plus. Et ça va aller plus loin. C'est-à-dire que ma taxe foncière, elle va pas changer. Ça va rester le même prix. Mon assurance propriétaire non occupant, c'est des broutilles. Elle va être légèrement plus chère parce qu'il n'y a plus le mobilier à couvrir. Mais on va parler d'une économie de 1 ou 2 € par mois. Mes charges de copro, pareil, elles vont pas changer. La copropriété que je loue meublée ou nue, ça lui est égal. Concernant le crédit, là c'est pareil. Là cette fois-ci, il y a une évolution parce que j'ai emprunté 8 000 € de moins pour couvrir mon projet global. Donc là, mon crédit il est recalculé. C'est-à-dire que cette fois-ci, ma mensualité elle est à 615 € par mois et mon capital amorti, là cette fois-ci, on est à 290 €. Donc ici, oui, en capital amorti, on perd de l'argent. On perd à peu près 60 €. Donc si je reprends tout à l'heure, mes 83 €, mes 2 € d'économie sur assurance, ça fait 85. Là, je perds 60 €. Je suis toujours 25 € en positif, en plus, comparé à la location meublée. Et là où on va venir enfoncer le clou, c'est que l'expert comptable, il n'est pas obligatoire en location nue comparé à la location meublée au régime réel. Donc là, une nouvelle fois, hop, on va économiser à peu près 50 € par mois. Donc on arrive à 75 € d'économie. Frais bancaires, j'ai pas l'obligation d'avoir un compte bancaire spécifique, contrairement à la location meublée au régime réel, même si c'est très fortement conseillé. Et là-dessus, quoi qu'il arrive, je vais laisser 0 € de frais bancaires dans le calcul, puisque aujourd'hui, c'est facile de trouver des banques qui font des comptes sans facturer la tenue de compte. Et la CFE, tout à l'heure on en a parlé, la cotisation foncière des entreprises, elle est obligatoire pour la location meublée non professionnelle à partir du moment où on a un SIRET, même si c'est du nom propre, et donc forcément on va être exonéré. La CFE, ça se calcule en fonction de la zone géographique dans laquelle on se situe et du chiffre d'affaires qu'on génère. J'ai pris une moyenne sur l'ensemble des investisseurs qu'on accompagne et sur mon patrimoine, on va compter à peu près 16 € par mois. Mais au final, si on additionne tout ça, qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte que si on parle à l'arrondi, on a réussi à économiser quasiment 95 € par mois. Du côté de mon assiette taxable, comment ça va se passer ? On va reprendre les loyers encaissés sur l'année, donc 10 800 € par an, auquel on va venir déduire le total des charges déductibles, 5 075, ce qui va nous permettre de retrouver une assiette taxable de 5 725 €. Et c'est là que la magie opère. Comment ça va se passer ? La première année, on va reprendre cette assiette taxable de 5 725 € sur laquelle on va venir déduire l'enveloppe travaux, donc les 40 800 €, ce qui va nous donner un déficit de 35 075 €. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que quand on est en déficit sur le régime foncier, on va pouvoir pratiquer ce qu'on appelle le déficit foncier, qui va nous permettre en fait de venir déduire une quote-part de ce montant en négatif sur nos revenus personnels. Et l'État nous autorise de déduire 10 700 € sur nos revenus personnels, ce qui fait que là, je vous le mets sous les yeux, en économie d'impôt, c'est quand même pas neutre. Quelqu'un qui est dans une tranche à 11 va avoir 1 177 € qui vont lui être remboursés par les impôts sur la base de ses impôts sur ses revenus. Et je vous donne encore l'exemple, quelqu'un qui est dans une tranche à 41, on parle de plus de 4 000 €. Donc là, c'est vraiment un cadeau qui est donné par l'État. Et ce qui est très, très, très intéressant, c'est surtout que actuellement, dans l'état des choses, toutes les personnes qui en 2024 et en 2025 vont pratiquer du déficit foncier,
et qu'elles justifient qu'elles ont fait économiser au moins 2 classes énergétiques à leur bien immobilier, typiquement je passe de G à E ou de F à D, eh bien, j'aurai pas le droit à 10 700 mais à 21 400. C'est-à-dire que tous ces montants que je vous ai notés là vont être doublés. Donc je vous laisse imaginer les économies que vous allez récupérer sur vos revenus personnels, c'est quand même énorme. Et derrière, ce qui est très intéressant, c'est que pareil, eh bien, finalement, il va nous rester une quote-part de déficit qu'on va pouvoir utiliser pour les années suivantes. Alors, petit point, très attention, pour la partie déduction, pour les passer à 21 400 et le 10 700, il faudra que vous ayez au moins 2 DPE projetés qui vous ont été faits par des diagnostiqueurs de façon à prouver que, eh bien, vous êtes bien dans la réalité des choses. Donc, il faut bien votre DPE d'avant travaux, faire 2 DPE projetés et faire 2 DPE finaux. Là-dessus, c'est doubler les coûts, mais pour une économie qui n'est pas neutre. Maintenant, comment ça se passe par la suite? Eh bien, on le revoit sur l'année 2. Eh bien, c'est très simple. On va toujours conserver nos 5 725 € d'assiette taxable sur lesquels, eh bien, on va venir reprendre le montant de l'année N-1 moins les 10 700 €. Ce qui fait que sur l'année 2, on va se retrouver avec moins 18 650 €. Alors là-dessus, on n'a pas le droit de repratiquer du déficit sur ses revenus personnels une nouvelle fois. C'est une seule fois par investissement. Mais du coup, ce déficit, lui, il est reportable pendant 10 ans. Ce qui fait que en année 3, on va le retrouver, on va reprendre 5 725 moins les 18 650 égale moins 12 955, etc., etc. Et on le voit là, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, pendant 5 ans, mon investisseur, il n'a pas payé un seul euro d'impôt. Et du coup, en conclusion, comment ça va se passer au niveau de mon prix de cession sur le calcul de la plus-value à la revente? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Là-dessus, sur la location nue, on ne peut pas pratiquer d'amortissement. Donc, on va reprendre sur le prix d'acquisition pour calculer le delta au niveau de la plus-value, le montant d'acquisition de base, les fameux 90 000 €, auquel on va venir rajouter nos 7 200 € de frais de notaire, puisque tout simplement, on n'a pas la possibilité de déduire les frais de notaire sur la location nue, dont ce revenu est toujours disponible et réintégrable dans le calcul du prix d'acquisition. Et en sus, on va venir rajouter bien la quote-part des travaux qui n'a pas encore été déduite fiscalement sur les loyers. Et là, à la fin de l'année 4, il nous reste encore 7 200 €. Donc, on est dans une situation où, sur la base d'une revente à 160 000 €, la base taxable, elle est sur la différence entre 104 400 et 160 000 €, ce qui nous donne une plus-value brute de 55 600 € sur lesquels, là-dessus, on va venir payer tout simplement notre imposition qui, quand on revend au bout de 4 ans, est à 36,2% en prenant la base imposable et la CSG, ce qui nous donne 20 127 € et 20 centimes d'impôt à payer sur la plus-value. Donc là-dessus, tout de suite, on se dit, waouh, c'est une somme qui est énorme, c'est beaucoup d'argent. Vous allez voir dans le suite des calculs que finalement, eh bien, ce régime, il est plutôt intéressant. Comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, une fois qu'on a payé ces 20 127 € d'impôt, on récupère notre résultat net, c'est-à-dire la différence entre les 160 000 € du prix de vente versus le résultat net qu'on récupère une fois qu'on a payé cet impôt. Donc, il nous reste 139 800 € si on arrondit. Et de l'autre côté, au niveau de la banque, on l'avait vu juste avant, il nous reste à la fin de l'année 4 119 000 € de capital restant dû. Ça veut dire que quand on va reprendre les 139 000 € qu'on va récupérer auprès du notaire versus ce capital restant dû pour solder notre crédit, les 119 000 €, on va avoir dans notre poche en tant qu'investisseur 20 872 € et 80 centimes. Sauf que bien évidemment, attention, ce gain n'est pas le gain net, c'est le gain brut sur lequel il faut bien évidemment retrancher l'apport qu'on avait mis à la base, les 14 500 €, ce qui fait que le gain réel net est de 6 372 € et 80 centimes. Gain, bien évidemment, sur lequel on va venir rajouter les autres gains annexes qui ont lieu pendant la phase de l'investissement. On va retrouver notamment l'excédent financier sur les loyers encaissés, puisque le cash flow qui a été dégagé est de 8 980 € sur la période de 4 ans, auquel on va venir rajouter également l'économie qu'on a eue sur la base imposable sur les loyers grâce au déficit foncier qui a été imputé, 1 177 € par exemple dans le cas de notre personne qui est à 11%. Et au final, quand on vient ajouter le gain net, eh bien on se retrouve avec 16 529 € et 80 centimes de gain pour finalement un rendement de 114% en 4 ans, ce qui est juste énorme et qui représente un gain net d'impôt, net de charges de 20,94% net, quasiment 21%. Et c'est là où on voit à quel point c'est intéressant d'étudier les différents régimes fiscaux qui peuvent s'offrir à nous, puisque dans l'exemple qu'on retrouve ici, eh bien, on verra tout simplement que notre investisseur, sur l'ancien régime du LMNP, il aurait généré 13 500 € de gains avec 17% de rendement. Donc, quoi qu'il arrive, il était en dessous. Et dans la nouvelle version du LMNP, c'est à peine 10 000 € de gains avec 9 717 € de gains et un tout petit rendement de 13%. Finalement,
bah même cet investisseur qui à l'époque, en 2024 et avant, aurait choisi le LMNP parce que c'était absolument le régime fiscal qui voulait le faire et c'était la niche fiscale du siècle, bah finalement il aurait gagné que 13 500 euros et il aurait eu un rendement de seulement 17%. Donc là-dessus, je viens vraiment conclure sur le fait que non, le LMNP n'est pas mort si on l'adapte parfaitement à notre stratégie d'investissement, mais qu'aujourd'hui, je t'invite vivement à prendre du recul sur tous les régimes fiscaux qui s'offrent à toi et à choisir le bon régime fiscal en fonction de ta situation personnelle et des chiffres du bien que tu vas acquérir. Voilà, cette vidéo longue, un peu barbante, mais importante touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!